Hello à toutes et tous et bienvenue sur Kinedi. Voici la deuxième partie de l'épisode avec Chad Cook en français. Dans cette partie, nous allons échanger sur la place de la thérapie manuelle dans une séance de soins et Chad va nous dire s'il y a un moment propice particulier pour appliquer la thérapie manuelle ainsi que le nombre de séances qui sont en moyenne bénéfiques pour le patient. Chad va nous parler du physio-shopping que certaines personnes font à la recherche d'un traitement particulier jusqu'à obtenir satisfaction. Enfin, il nous décrit sa façon de travailler, les équipes avec lesquelles il travaille et le sujet de sa recherche actuelle sur les mécanismes de la cervicalgie chronique. Enfin, avec Chad, on va prendre de la distance et du recul par rapport au concept de thérapie manuelle et étudier sa place dans une société où les besoins et les attentes des patients ont sans doute changé ces dernières années. Avec l'utilisation de plus en plus répandue de l'intelligence artificielle, la thérapie manuelle va-t-elle gagner du terrain? Sera-t-elle la technique la plus recherchée par nos patients? Tout cela, on en parle avec Chad. Les recherches ont-elles montré qu'il y a un moment particulier dans la séance, une place particulière de la thérapie manuelle pendant une séance? Est-ce qu'il est préférable avant ou après la prescription d'exercices, par exemple? Je n'ai vu aucune recherche indiquant une orientation au niveau des soins. On me pose souvent cette question et ce serait merveilleux si c'était le cas car cela pourrait être plus facile à exécuter. C'est vrai. Le seul élément de recherche qui semble revenir régulièrement est qu'il y a un point de rendement décroissant après 5 visites. Donc si vous utilisez la thérapie manuelle et que vous l'intégrez dans votre processus de soins, environ 5 visites seront le point culminant des bénéfices que vous obtiendrez de l'application de la thérapie manuelle. Au-delà, il n'y aura probablement pas grand-chose à faire. Vous savez, il s'agit là encore d'effets moyens du traitement. Il s'agit de la population dans son ensemble. Mais c'est certainement quelque chose sur lequel nous avons mis l'accent. Lorsque nous créons des essais, nous avons tendance à limiter le nombre de visites à 5. Et parce que cela semble être le maximum de bénéfices, tout ce qui va au-delà ne nous apportera probablement pas grand-chose de plus. Donc oui, autour de 5 séances, 5 visites. D'accord. Si vous voyez un patient qui n'est habitué qu'à recevoir un traitement autour de la thérapie manuelle, donc que du hands-on et aucune prescription d'exercice, comment est-ce que vous arrivez à le motiver pour prendre sa santé en main? Très bonne question, excellente question. Et en effet, nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Nous avons eu ce patient qui a échoué ailleurs. Il ne reconnaît même pas les soins qu'il a reçus et ne sont probablement pas les meilleurs. Et lorsque vous essayez de les convaincre que cette stratégie, votre stratégie est un peu différente, il y a beaucoup de concessions, de négociations à faire. Il faut consacrer beaucoup de temps à l'éducation du patient. Et pour être honnête, il y a beaucoup d'échecs dans ce domaine, n'est-ce pas? Et si vous parlez à un psychologue, il vous dira que le taux de réussite des thérapies basées sur la communication dans l'éducation thérapeutique est d'environ 31%. La plupart des gens n'y parviennent donc pas. Donc, comme vos auditeurs, comme tout le monde, j'ai eu un certain nombre de cas où j'ai essayé de parler aux patients. Vous savez, nous allons changer cela un peu, nous allons y ajouter ces éléments actifs, je vais les prescrire. Je veux que vous les fassiez à la maison, nous allons les faire ensemble ici. Et il se peut que le patient ne revienne pas, qu'il ne suive pas son programme à domicile ou qu'il se plaigne. Je veux dire que nous rencontrons ces problèmes tout le temps. C'est pourquoi, lorsque je forme mes étudiants, je leur dis de faire de leur mieux et de leur donner, vous savez, de leur parler, d'établir une relation avec eux. Dites-leur d'essayer s'ils souffrent de certains types de syndromes douloureux, comme les problèmes de douleur nociplastique ou la fibromyalgie. Faites-leur savoir qu'ils vont connaître une période d'aggravation avant d'aller mieux. Il faut essayer d'expliquer aux patients à quoi ils peuvent s'attendre. Et lorsque cela se produit réellement, peut-être qu'ils vont adhérer au traitement. Mais j'ai eu un certain nombre de personnes qui, vous savez, cherchaient quelque chose et faisaient du shopping de kiné jusqu'à ce qu'elles trouvent ce qu'elles cherchaient. J'aime bien le terme shopping de kiné. Chad, quel type de patient voyez-vous dans votre cabinet? Chad, what type of patients do you see in your own practice?
Nous voyons principalement des patients souffrant de la colonne vertébrale, mais nous avons également mené un certain nombre d'essais sur l'épaule. Nous avons aussi mené un essai sur le genou, donc presque toujours la plupart des patients souffrant de troubles musculo-squelettiques. Nous sommes très intéressés par la douleur chronique persistante. Nous pensons que c'est là que les cliniciens les plus talentueux peuvent faire la différence. La plupart du temps, nous imposons une limite d'au moins 3 mois de douleur et au moins 3 sur 10 pour l'intensité de la douleur avant de voir ces patients. Travaillez-vous en équipe? Je suppose que vous travaillez avec une équipe pluridisciplinaire, avec des psychologues, des médecins, etc. Et encore une fois, pour plus de clarté, les patients que je vois sont ceux qui participent aux essais que nous menons. Donc par essence, nous avons une approche très normative qui implique un certain nombre d'individus qui fonctionnent dans un domaine donné, qu'il s'agisse de la partie psychologique, de la gestion de la santé, de la partie médicale ou de la partie chirurgicale. Nous avons donc en effet un grand nombre d'intervenants différents qui sont presque toujours interdisciplinaires. Sur quel essai clinique travaillez-vous en ce moment? L'essai le plus important sur lequel nous travaillons actuellement est l'essai SSMEK. Il s'agit d'un essai sur les mécanismes. Nous comparons donc des patients souffrant de cervicalgie chronique. Et nous comparons une approche basée uniquement sur l'exercice à une approche basée uniquement sur de la thérapie manuelle. Et nous saisissons les mécanismes. Les mécanismes sont donc différents des résultats cliniques. Les mécanismes sont davantage liés à la question de savoir pourquoi l'intervention fonctionne ou si nous améliorons la raideur. Est-ce qu'on améliore l'amplitude? Est-ce qu'on améliore réellement l'endurance, la force, le seuil de pression de la douleur ou d'autres éléments de ce type? Nous continuons à saisir les mesures des résultats rapportés par les patients, mais il s'agit d'une mesure secondaire. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir si la thérapie manuelle par l'exercice fait vraiment la même chose. En d'autres termes, ils ont les mêmes mécanismes, le même mécanisme de traitement. Mais sont-ils réellement différents? Notre hypothèse est qu'ils font réellement la même chose, parce que nous commençons à voir cela dans d'autres domaines d'investigation comme la psychologie. Il y a tellement de types d'approches psychologiques différentes, mais en fait, lorsqu'elles sont étudiées, elles font exactement la même chose d'un point de vue mécanique. C'est très intéressant, en effet. Et dans la population que vous avez sélectionnée, ces personnes sont-elles sédentaires? Est-ce qu'elles travaillent à domicile? Est-ce qu'elles travaillent à un bureau 8 heures d'affilée? C'est un peu de tout. Et parce que il y a 3 sites différents qui ont recueilli ces informations et 2 des sites, c'est un environnement clinique. Sur notre site de l'Université de Duke, nous recrutons des patients qui ont consulté leur médecin traitant pour des douleurs cervicales. Il y a donc des personnes qui seraient éligibles à la kiné. Mais nous ne les voyons pas dans une clinique, dans notre clinique. Nous les voyons dans notre laboratoire. Il y a donc une petite différence pour ce type de patient. En général, il s'agit du même type de personnes. Vous verrez qu'ils souffrent de douleurs cervicales chroniques et la grande variabilité existe avec tous ces patients. Ok. Quand espérez-vous avoir les résultats de l'essai? Nous avons recueilli 56 sujets jusqu'à présent et notre objectif est 126. Il s'agit d'un essai assez solide. Il dure 6 mois. Donc il y a beaucoup de travail et beaucoup de données à recueillir. Mon intuition me dit qu'il nous faudra probablement 1 an et demi avant de publier les résultats. Il y aura probablement une étude primaire, c'est-à-dire sur le mécanisme des essais cliniques. Nous examinerons ensuite certains facteurs de base liés à la réussite d'une intervention ou d'une autre. Il s'agira donc en quelque sorte d'une composante modératrice. Nous obtiendrons donc probablement 2 résultats différents. D'accord, j'ai hâte de voir les résultats. Je sais que nous parlons surtout des maux de dos, mais les douleurs cervicales sont également un sujet très compliqué. Beaucoup de gens viennent pour des douleurs cervicales, n'est-ce pas?
Oh oui, et c'est un peu le vilain petit enfant de la lombalgie, n'est-ce pas? Il y a tellement d'argent consacré à la recherche sur la lombalgie. La cervicalgie n'est pas un fardeau aussi important dans le monde, mais c'est quand même un énorme fardeau. C'est le deuxième fardeau le plus lourd de tous les troubles musculo-squelettiques. Nous sommes donc surpris par l'absence de recherche de qualité dans ce domaine, surtout quand on sait à quel point elle peut être débilitante. Et je suis très enthousiaste sur le sujet. J'adore travailler avec le cou. En fait, je l'aime beaucoup plus que le dos. Je vois beaucoup de patients qu'on appelle des nomades, digital nomades numériques, et qui travaillent à domicile, 12 heures d'affilée devant leur ordinateur portable, et ils souffrent tous de la même douleur au cou. Les nomades numériques ou digital nomades. Je vais m'en inspirer parce que j'aime bien ce terme aussi. C'est très bien, oui. Ils peuvent travailler partout dans le monde depuis leur ordinateur. Ils le peuvent. Covid l'a également accentué. Et nous avons la même chose. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais vous savez, même sur le plan social, ils viennent parfois à nos sessions et c'est leur moment social. Et lorsque l'étude est terminée, beaucoup d'entre eux disent « Je ne veux pas arrêter et j'aime vraiment ça ». Et nous leur répondons que c'est fini. Allez, partez. Oui. Chad, comment est-ce que vous envisagez le futur de la thérapie manuelle? Je vois donc les choses de la même manière. Je vois, vous savez, l'avenir de la prescription d'exercice et l'avenir de la pratique psychologique informée. Je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles nous devons nous concentrer. Il ne s'agit pas de savoir si l'intervention est efficace ou pas. Nous savons qu'elle l'est. Il en va de même pour l'exercice. Nous savons qu'il est efficace. Nous savons aussi que la thérapie avec de la communication est très importante et efficace. Je ne pense pas que nous ayons besoin de continuer à faire des essais cliniques pour mesurer et comparer l'effet des différentes techniques comme par exemple les exercices versus la thérapie manuelle, etc. Je ne pense pas qu'on en ait besoin dans le futur. Ce que je pense, c'est qu'à l'avenir, il faudra nous pencher sur la raison pour laquelle la thérapie manuelle fonctionne. Donc, plus de mécanismes, d'essais, plus d'études translationnelles en sciences fondamentales qui montrent réellement ce qui se passe physiologiquement ou psychologiquement lorsqu'une approche de thérapie manuelle est appliquée. Comment modifie-t-elle le système inflammatoire? Comment modifie-t-elle la perception de la douleur d'une personne? Je pense donc que c'est la prochaine étape. Et c'est tout à fait en phase avec la médecine de précision. Cela me semble donc logique. Et le troisième point est tout simplement incroyablement important. Nous avons vraiment fait du mauvais travail sur ce domaine, principalement parce qu'il s'agit d'un type d'étude très difficile à réaliser. Il s'agit de comprendre quelle population va bénéficier d'un traitement particulier et laquelle n'en bénéficiera pas. Pour ce faire, une étude modératrice est nécessaire afin d'examiner les modérateurs de l'effet du traitement au début de l'étude. Cela suggère qu'une personne bénéficiera de l'exercice, mais pas de la thérapie manuelle, ou qu'elle bénéficiera de la thérapie manuelle et pas nécessairement de l'exercice, ou encore qu'elle pourrait bénéficier des deux. Là encore, il faut un échantillon très important et ça coûte beaucoup d'argent. Et les études doivent être bien faites. Il faut recueillir les bons facteurs de base, et souvent il y en aura probablement. Évaluer les biomarqueurs. Mais je pense que c'est l'avenir, et je pense que c'est l'avenir de l'exercice et des thérapies basées sur la parole, sur la communication, car je pense que ces deux choses, le pourquoi ça marche et pour qui ça marche, sont importants. En ce qui concerne les kinésithérapeutes et les physiothérapeutes qui utilisent la thérapie manuelle, qu'en est-il de leur rôle par rapport aux autres thérapeutes qui font la même chose ? Donc, je m'explique. En Europe occidentale, je ne sais pas ce qu'il en est aux États-Unis, mais les ostéopathes et les chiropracteurs font beaucoup de thérapie manuelle, bien sûr. Et on voit aussi un kiné qui fait de la thérapie manuelle, l'ostéopathe qui prescrit des exercices. Il en va de même pour les chiropracteurs et les entraîneurs, préparateurs physiques, qui font à peu près la même chose, plus ou moins. Comment délimiter le rôle de chacun? Vous savez, nous sommes tous dans le même lot. Je pense que vous avez très bien décrit l'Amérique du Nord. Nous constatons que la chiropraxie et la kinésithérapie en particulier se sont mélangées au point qu'il est vraiment difficile de les distinguer. Les thérapies manuelles utilisées par les physical therapists et les chiropracteurs sont très similaires. Ils prescrivent des interventions similaires. Ils voient les gens pendant une période
similaires. Et donc, c'est en effet tout se ressemble. Les ostéopathes des États-Unis sont très différents de ceux en Europe. Les ostéopathes américains sont comme les médecins. Ils prescrivent souvent des médicaments et pratiquent des interventions chirurgicales. Moins de 5% d'entre eux utilisent encore des procédures de thérapie manuelle. Ainsi, même si la thérapie manuelle est enseignée dans le cadre du doctorat en ostéopathie, c'est un domaine qu'ils ont abandonné. L'ostéopathie que nous voyons en Europe ou en Amérique du Sud et dans d'autres pays n'est donc pas l'ostéopathie que l'on trouve aux États-Unis. J'avais l'habitude de craindre que le mélange des professions soit un défi pour nous en tant que physiothérapeutes. Mais nous avons tendance à être les prestataires les moins chers, où que nous soyons dans le monde. Et à cause de l'assistance santé, de l'aide médicale, ou du fait que le coût des soins médicaux est si élevé, je pense que cela nous place en bonne position pour fournir des soins de qualité, qu'il s'agisse de bien-être, de soins préventifs, de soins après une blessure ou après une maladie. Je pense que nous sommes bien placés pour l'avenir et je ne suis pas trop inquiet que tout le monde pense la même chose et fasse à peu près la même chose. Cela ne me préoccupe pas. Je pense simplement que nous devons continuer à être proactifs en tant que professionnels de santé dans le monde pour nous positionner de manière à avoir notre mot à dire et pouvoir continuer à voir nos patients. Oui. Ok. En ce qui concerne la prescription d'exercices, vous savez, vous parliez de plein d'autres thérapeutes de santé qui peuvent faire ça, mais je pense aussi à l'intelligence artificielle qui jouera un rôle de plus en plus important au fil des ans. Peut-être que les physiothérapeutes qui utilisent la thérapie manuelle pourront avoir alors un plus grand rôle à jouer parce que n'importe qui peut utiliser l'intelligence artificielle. Elle sera de plus en plus précise et on pourra même nous prescrire nous-mêmes nos exercices, nos propres exercices en tant que patients. Je suis à 100% d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai déjà entendu des gens dire cela auparavant. Une grande partie de ce que fait un physiothérapeute, donc toute la partie éducation, la prescription d'exercices, si quelqu'un fait preuve de diligence, qui va sur Google, sur YouTube ou ChatGPT, elle peut élaborer un plan de traitement qui lui convient probablement très bien. Mais ce qu'il n'obtient pas, c'est l'alliance thérapeutique. Le patient n'aura pas cette relation interactive avec un être humain et il ne bénéficiera pas de la thérapie manuelle. J'ai entendu d'autres personnes dire la même chose et je pense que c'est justifié. Je pense qu'il y a une différence entre l'application robotique des interventions et l'application humaine. Il y a toujours une longueur d'avance. Mais l'une des premières choses que je fais, c'est d'utiliser un composant d'intelligence artificielle et d'essayer d'accroître mes connaissances dans un domaine particulier avant de m'adresser à un spécialiste ou quelque chose de ce genre. C'est ce que nous constatons de plus en plus chez nos patients qui viennent nous poser des questions très pointues ou des questions qu'ils ont cherchées, ils ont cherché leurs réponses et ils les ont trouvées au bon endroit. Mais la population est certainement différente de ce qu'elle était il y a 20 ans ou 30 ans. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. En ce qui concerne la thérapie manuelle, il y a, je pense que c'est la même chose à peu près partout dans le monde. On parle beaucoup de la solitude des gens et des gens qui se sentent très isolés. Et quand ces gens-là voient des personnes, par exemple, ils vont chez le kiné, c'est la seule interaction qu'ils ont pendant la semaine. Le reste du temps, ils sont seuls. Et ça, on ne peut pas remplacer cela par l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Non, vous ne pouvez pas. Et c'est pourquoi, vous savez, vous soulevez un sujet différent, n'est-ce pas? L'épidémie de solitude que nous avons connue et qui, je pense, a été exacerbée par le Covid et les personnes qui ont perdu leurs contacts sociaux est particulièrement vulnérable dans la population âgée ici aux États-Unis, surtout lorsqu'elles sont institutionnalisées. Et c'est peut-être le point culminant de leur journée que d'interagir avec quelqu'un qui se soucie d'elles comme un animal de compagnie ou un kiné. Et ces choses, ça ne la changera pas. Jamais.
Cela aura toujours de la valeur. Et encore une fois, ça nous amène à la toute première question que vous me posez. Vous savez ce qui fait un bon thérapeute manuel? Qu'est-ce qui fait un bon kinésithérapeute? C'est une personne qui peut avoir un impact sur cela, toucher ces gens, les traiter et faire une différence dans leur vie. Eh bien, sur ces très belles paroles, merci beaucoup Chad pour le temps que vous nous avez accordé. C'était un échange très intéressant. Et je vous souhaite une très bonne journée parce que je sais qu'il est tôt pour vous. Oui, tout à fait. Et ce fut un plaisir pour moi. J'ai vécu une expérience merveilleuse en communiquant avec vous. Merci pour votre invitation. Merci, au revoir.